L'aventure basque du Tour de France est bel et bien lancée. Hier, lors de la présentation des coureurs à Bilbao, on a pu les voir porter en majorité un béret et ça rend pas si mal. La dernière fois que le Tour de France est passé au Pays Basque, ou du moins qu'il en est parti, c'était en 1992 et lors de ces deux premières étapes, plus un prologue en 92 dans le Pays Basque espagnol, les terrains vallonnés et les beaux terrains de jeu du Pays Basque n'étaient pas empruntés par la grande boucle et seul le J-Skibel avait été monté par les coureurs du Tour de France. Par contre, cette année, les étapes sont très vallonnées, en tout cas les deux premières étapes, et on va voir dans cette vidéo qu'elles sont plus que prometteuses. Sans plus attendre, on rentre au cœur du peloton et c'est parti pour un nouvel épisode de Peloton Panorama. Les coureurs ont 3411 km à parcourir cette année entre Bilbao et Paris, mais les deux étapes qui nous intéressent particulièrement aujourd'hui, ce sont les deux premières, celle du grand départ à Bilbao, et pourtant Bilbao, qui est la ville la plus grande du Pays Basque, mais pas sa capitale, attention, et je parle de la communauté autonome espagnole, n'accueille pas souvent les courses cyclistes, et même la l'Itulia Basque Country, l'une des plus grandes courses de cette région espagnole, qui est d'ailleurs classée en World Tour, donc le Tour du Pays Basque en gros clairement en français, et qui souvent est fait de 6 étapes, ne passe que très rarement dans les rues de Bilbao. La dernière fois c'était en 2021 où Primož Roglič s'était imposé. Souvent on voit des montées comme Arrate et tout ça, et en fait là le Tour de France inverse la tendance. C'est-à-dire que des montées comme Arrate qui sont très dures et bien connues des suiveurs du cyclisme en général, et quand on regarde le Tour du Pays Basque, en fait elles vont pas être présentes sur ce Tour de France. Par contre, des villes comme Bilbao qui sont très peu mises en avant sur ces courses, sur ces plus petites courses du Pays Basque, là vont être mises en avant. Ça veut donc dire aussi que les côtes et les terrains de jeu très intéressants près de Bilbao, on va pouvoir les découvrir lors de ces deux premiers jours, donc demain et dimanche. Les deux premières étapes de ce Tour de France 2023 sont intégralement tracées dans le Pays Basque espagnol, et on va dire que ces deux premières étapes sont plutôt promises à des punchers et à la limite à des sprinters passant bien les bosses, ou encore à des grimpeurs qui sont quand même assez rapides au sprint. La première étape est en fait une boucle autour de Bilbao avec 182 km à parcourir pour les coureurs du Tour de France et 3200 mètres de dénivelé positif. Donc forcément ces statistiques montrent que le terrain va être très vallonné. D'ailleurs je vais pouvoir vous afficher ce profil là, mais en fait dès le début déjà les baroudeurs, ou en tout cas les coureurs des échappées qui voudront partir à l'avant, avec la côte de Laukis classée en 3e catégorie au bout de quelques kilomètres du départ, et avec une côte qui est placée juste avant mais qui n'est pas classée comme la côte de Laukis. Et ces deux côtes seront pour moi un tremplin pour les échappés qui voudront se joindre à l'échappée matinale et surtout marquer des points au classement de la montagne, puisque lors de cette première étape du Tour de France 2023, 21 points pourront être distribués au total au classement du maillot à poids de la montagne. Et forcément, ceux qui voudront jouer ce maillot, ceux qui sont les favoris de ce maillot, voudront aller chercher des points au sommet de ces repechos, ces montées basques. Forcément, qui dit première étape dit maillot jaune au bout, et premier maillot jaune. Ça veut donc dire que tous les favoris à l'étape, et surtout les favoris pour les dernières montées, et le parcours qui est réservé sur Bilbao sur la fin de l'étape, est promis aux punchers. Donc forcément ces punchers là ils voudront pas laisser passer une victoire et sûrement un maillot jaune, et donc ces équipes de punchers rouleront pour sûrement rattraper l'échappée. Surtout que l'enchaînement de boss forcément réduira la chance à l'échappée de poursuivre son bout de chemin si jamais de nombreuses offensives ont été mises et que la fatigue est présente. L'enchaînement des trois dernières montées, côte de Morga, côte de Vivo, côte de Piquet, donc ces trois côtes sont répertoriées au classement de la montagne, va faire très mal aux organismes. Et la dernière montée de la côte de Pike, qui est répertoriée au classement de la montagne avec 2 km à 10% de moyenne, forcément c'est un géant dans le sens des pourcentages. Les punchers se feront une joie de la montée juste avant l'arrivée à Bilbao, puisque les pourcentages maximaux à cette montée sont avoisinant les 23%, donc forcément ça veut dire que ce terrain leur convient, et forcément de toute façon quand on pense au Pays Basque, il aurait été dommage de rater ces montées là, et du coup avec ce profil là, je verrais bien un coureur comme Alaphilippe ou comme Pogačar, plutôt Pogačar qui est plus en forme, on va dire ça comme ça, capable de fausser compagnie au peloton, ou en tout cas de ce qu'il en restera, avant de redescendre sur Bilbao et peut-être de gagner en solitaire. Mais attention, il ne faut pas exclure justement les sprinters, ou en tout cas les sprinters punchers, qui auront quand même les jambes pour passer cette côte de Pike et ces côtes qui
qui les précédera donc, avec des coureurs comme Van Der Poel ou Van Aert qui sont quand même assez forts sur les efforts de puncher. Et au sprint, s'ils arrivent en petit comité, ils seront imbattables. Par contre, dimanche, l'étape sera un peu plus roulante avec un dénivelé positif de 2800 mètres d'altitude, alors que, comme je vous l'ai dit, l'étape précédente sera de 3200 mètres. Et aussi, donc, vu que l'étape est plus longue dimanche, forcément, ça veut dire que ça montera moins, en fait, tout simplement. Alors par contre, quand on regarde les 20 derniers kilomètres, les 30 derniers kilomètres, on va voir justement le Jay Esquibel. Donc, en fait, les coureurs vont monter cette montée très connue au Pays Basque. Alors les pourcentages sont plutôt réguliers ou en tout cas plus roulants puisque la montée comporte des statistiques autour de 5,3% de moyenne sur une montée de 8 km, sachant que le pied est plutôt doux et franchement pour des sprinters qui passent bien les bosses, des mecs comme Binyam Girmay par exemple, c'est l'étape idéale pour eux. Parce que leurs grands rivaux au sprint, comme des mecs comme Groenewegen, comme Pedersen, peut-être pas Pedersen à la limite, mais comme Groenewegen, comme Philipsen, comme Jacobsen, seront sûrement pas en capacité de monter avec les meilleurs sur cette montée de 8 km. Par contre, étant donné que le sommet il est assez loin de l'arrivée, des coureurs comme Girmay pourront peut-être espérer basculer avec les meilleurs pour ensuite gagner à San Sebastian. Alors San Sebastian est peut-être aussi un lieu mythique pour le cyclisme et ça veut donc dire aussi que les coureurs connaissent cette région puisque lors de la classique San Sebastian en plus ils montent le Jay Esquibel, mais attention les circonstances ne sont justement pas les mêmes parce que lors de la classique San Sebastian on va dire que le parcours est un peu plus usant et forcément ça veut dire que les coureurs n'arrivent pas avec la même énergie, la même fatigue au pied de la bosse. Et donc si les coureurs du Tour de France arrivent avec plus d'énergie, parce que comme je vous l'ai dit, le dénivelé positif par rapport à la physionomie du Pays Basque n'est pas non plus extraordinaire, ça veut donc dire que certains pourront se permettre de croire à tenir avec les meilleurs, avec des mecs comme Alaphilippe ou Pogacar ou Skelmose dans le Jay Esquibel pour basculer avec les bateaux sprint. La position que le Jay Esquibel a dans l'étape 2 fait penser à celle de la montée de Milan-San Remo parce que on va dire que quelques sprinters pourront quand même essayer de se faufiler. Et qui a gagné Milan-San Remo cette année? Mathieu Van Der Poel. Donc vous aurez compris un peu l'idée que je me fais à propos de cette étape. Je dirais pas forcément que c'est Mathieu Van Der Poel le vainqueur, mais voilà, des profils similaires. Et on verra forcément ce que ça va donner. On a hâte de voir ces deux premières étapes. Mais notez également que la troisième partira du Pays Basque pour rejoindre la France avec une arrivée à Bayonne. Les deux premières étapes, donc comme je vous l'ai dit, Bilbao lors de la première étape samedi et une étape entre Vitoria-Gasteiz et San Sebastian dimanche. Donc voilà, on a hâte de voir ce que ça va donner. Je vous ai partagé mon point de vue sur ces étapes, mais j'aimerais aussi savoir le vôtre en commentaire. Ce sera intéressant de voir ce que vous en pensez. Peut-être que vous avez un avis complètement différent et c'est toujours sympa d'en discuter. En tout cas, voilà, vu qu'il y a le Tour de France, je vais essayer de faire pas mal de vidéos. C'est vrai que en ce moment, j'ai eu moins de temps, j'avais les épreuves du bac. Donc maintenant, je suis en vacances, j'ai le temps de faire ça. Et aussi, je vais prendre plus de plaisir à le faire parce que j'aurai plus de temps. Peut-être pas des vidéos tous les jours, mais voilà, je vais essayer de réagir un peu aux étapes. Pourquoi pas une vidéo lundi pour justement revenir sur ces deux étapes que j'ai fait la présentation aujourd'hui et peut-être comparer avec l'avis que je donne aujourd'hui sur ces étapes et peut-être que le résultat ne sera pas du tout le même. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche pour ne rien rater des prochaines vidéos. Et surtout, forcément, pour soutenir mon contenu, n'hésitez pas à liker. Et ça fera toujours plaisir donc de voir qu'un maximum de likes est présent sur cette vidéo. Et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode de Peloton Panorama. Allez, salut à tous!